Pédopsychiatrie, partie 1. Grand 1. La place de la pédopsychiatrie. 1. Introduction. A. La psychiatrie et la médecine. La psychiatrie est la science de l'homme dans le cadre de sa rencontre avec autrui. Elle prend en compte les contextes relationnels, environnemental, sociétal et culturel. La psychopathologie de l'adulte est caractérisée par des plaintes et des symptômes, mais ceux-ci sont également liés à l'histoire de vie du sujet, à son potentiel génétique et son environnement. En cas d'environnement anormal, le patient tentera de s'adapter à celui-ci de manière aussi optimale que possible, mais toujours anormale, et cette adaptation s'exprimera par le biais de symptômes. Tout trouble est lié à un contexte relationnel et aux complications de celui-ci. Il faut éviter de visualiser le patient uniquement au niveau individuel, car des informations manqueront si l'on oublie de s'intéresser à son entourage. B. La pédopsychiatrie et la psychiatrie adulte. Les potentialités cognitives, intellectuelles et physiques de l'enfant dépendent de son développement. Certains symptômes peuvent être normaux pendant l'enfance. Par exemple, le fait de marcher uniquement sur les dalles du trottoir et d'éviter les rainures. Mais doivent disparaître au fil du développement. Il est par conséquent important d'avoir une bonne connaissance du développement normal pour connaître les moments auxquels ces symptômes sont censés disparaître et ainsi identifier les troubles du développement. Un trouble n'a pas toujours une cause fixe, tout comme un même trauma n'induit pas toujours un trouble donné. Intervient également la notion de résilience. Tous les patients n'auront pas la même résilience face à un même événement. On ne sait actuellement pas clairement pourquoi cela se passe ainsi. La pédopsychiatrie a pour fonction de travailler sur les aspects développementaux qui se traduiront d'ailleurs à l'âge adulte. 40% des troubles adultes débutent avant 14 ans. 75% débutent avant 25 ans. Dans la mesure où l'enfant peut lui-même façonner sa trajectoire développementale, il est important d'assurer une prise en charge précoce pour éviter l'évolution du trouble à l'âge adulte. Tout comme les maladies chroniques de l'enfance, le diabète, les atteintes néphrologiques, pneumologiques, etc., nécessitent de travailler le passage vers le somaticien adulte. Il est primordial d'assurer un relais similaire entre le pédopsychiatre et le psychiatre adulte, ce qui n'est aujourd'hui pas encore le cas. Souvent, c'est par le biais de troubles avec la justice que l'on repère les individus ayant souffert de troubles psychiques à l'adolescence et qui n'ont pas bénéficié d'une prise en charge adéquate, voire d'une prise en charge tout court. Dans notre système de santé, ont été mis sur pied des projets de prévention primaire et secondaire qui impliquent la prévention précoce. Des éléments développementaux cruciaux pour le développement psychosomatique de l'enfant se mettent en place dès 2-3 ans et c'est pourquoi il est primordial d'agir dès que possible. La dimension relationnelle et affective est extrêmement importante dans cette période et peut avoir des conséquences cruciales sur le développement de l'enfant. La pédopsychiatrie est à l'articulation des sciences humaines et des neurosciences, de l'individuel et du relationnel, du personnel, du social et du culturel, de l'éducatif et du juridique. Il faut donc assurer une prise en charge multidisciplinaire regroupant des tas de professionnels. La spécificité du pédopsychiatre est le diagnostic, la gestion de l'équipe et l'aspect pharmacologique. Plan d'action pour la santé mentale de l'OMS pour 2013-2020. Une augmentation de 50% de troubles psychiques chez l'enfant est prévue entre 2015 et 2025. À l'heure actuelle, beaucoup de problèmes de santé mentale des enfants sont pris en charge sur un plan social, judiciaire, etc., sans qu'il n'y ait de consultation en rapport avec la santé mentale ni de prise en charge médicale. L'OMS a par conséquent prévu de renforcer le leadership
et la politique de santé mentale pour les enfants et les adolescents, renforcer l'offre de soins en santé mentale et l'action sociale pour une approche globale, intégrée et adaptée aux besoins des enfants et des adolescents au plus près de la communauté. Mettre en œuvre des stratégies de prévention et de promotion de la santé mentale. Et enfin, renforcer les systèmes d'information relative aux soins, d'enregistrement et de communication et de recherche en santé mentale. Les parents, les familles et les patients doivent donc être partenaires. Il faut également une intensive collaboration intersectorielle. Lancet 2016. Il est extrêmement important d'investir dans la santé des adolescents. Dans un continent comme l'Afrique, plus de 50% de la population a moins de 20 ans. Si l'on n'investit pas dans la santé des jeunes, l'entièreté de la société évolue défavorablement. Il estime qu'il faut cibler sur la tranche de 10-24 ans pour améliorer le bien-être de la vie entière. À Dakar, il y a 50 000 enfants dans les rues. Une société semblable est une bombe à retardement où se recrutent des politiques problématiques et la radicalisation. Expérience en Jamaïque il y a 20 ans. On a suivi pendant 2 ans 129 enfants atteints d'un retard de développement psychomoteur, âgés de 9 à 24 mois. Un groupe a reçu un supplément nutritionnel et l'autre un suivi psychosocial comprenant une rencontre avec la maman et un suivi de l'interaction maman-bébé, sociale, ludique et apprentissage. Ils ont réévalué 22 ans plus tard le QI, le niveau éducationnel et les aspects comportementaux. Ils n'ont pas observé de différence dans le groupe avec complément nutritionnel. En revanche, on a constaté dans l'autre groupe beaucoup moins de troubles de conduite, d'incarcération et de troubles graves du comportement, un QI et un taux d'emploi plus élevé et moins de troubles cognitifs. Il y a une influence positive sur le PIB alors que les travailleurs ne coûtent pas cher. Ces études ont été relayées au Sénat américain. Les recommandations qui en découlent sont les suivantes. Il est important de fournir aux mères dépressives, précaires, seules ou jeunes une aide sociale pour qu'elles restent à domicile et s'occupent de leurs enfants plutôt que de les contraindre à travailler et laisser leurs enfants à la garderie pendant les 2 premières années. 2. Histoire de la psychiatrie et de la pédopsychiatrie. A. Grand courant de la psychiatrie. Fin 19e, psychiatrie asilaire. Fin 19e, 20e, psychanalyse. 1970, psychiatrie systémique. 1980, psychiatrie biologique. 1990, sciences cognitives. 2000, neuropsychanalyse. 2010, mindfulness. Au départ, il y avait 2 catégories d'enfants anormaux, idiots et caractériels. En 1930, le premier service de pédopsychiatrie est créé aux USA par Leo Kanner. Les services de pédopsychiatrie se sont alors développés autour de troubles développementaux et du spectre autistique. Entre 2 guerres, Georges Yehr à la Salpêtrière en France. Entre 1960 et 1980, forte influence du mouvement psychanalytique, Soule, Mises, Lebovici, Dyadkine, etc. Ces dernières années, ce sont surtout les neurosciences et la psychologie du développement qui ont apporté des informations. B. Historique des DSM. Nota bene, toutes les classifications actuelles ont été peu opérantes en pédopsychiatrie. DSM-1, 1952. Première classification par l'armée de terre américaine. DSM-2, 1968. DSM-3, 1975-1980. Intégrer la psychiatrie dans le domaine médical. Le cadre expérimental. Définition homogène des troubles pour tous les praticiens. Consensus sur les règles qui conduisent au diagnostic. Système multi-axial.
équilibre entre sensibilité et spécificité. DSM-4, 1994, Allen Frances a rédigé le DSM-4 avant de le critiquer en 2013 en disant que tout le monde est plus ou moins tordu étant donné qu'il existe des milliards de diagnostics. Elle dénonce également le fait que les diagnostics sont trop utilisés dans trop de secteurs, notamment judiciaires. Il y a trop de prescriptions avec pour conséquence des surdosages et des effets indésirables. Un grand nombre de psychotropes est également utilisé dans la vie de tous les jours par les MG, 90% des anxiolytiques, 80% des AD et 50% des antipsychotiques. Parfois, on force le diagnostic pour être sûr que les enfants reçoivent des aides. Dans le cas de l'autisme, il y a une aide. Si c'est un handicap seul, il n'y a pas d'aide. On a essayé de changer tout cela pour le DSM-5. DSM-5 en 2013. L'objectif de cette édition est de changer l'approche diagnostique en psychiatrie, notamment de par l'intégration des connaissances neuroscientifiques dans l'établissement des catégories, par l'initiation d'une prévention plus systématique et en rendant le diagnostic plus précis, quantification chiffrée des troubles. Apparition du concept de troubles neurodéveloppementaux. Post-modernisme, il est important de savoir quel est le modèle théorique du thérapeute, car il influence sa manière de voir. À l'heure actuelle, il y a un tel éclatement du savoir qu'il n'y a plus une école qui détient la solution à tout. Il n'y a donc pas de modèle théorique qui explique tout, y compris les neurosciences. Les modèles se complètent, ce qui implique une nécessité de pluralité des modèles et d'un dialogue. « 3. Approche catégorielle vs dimensionnelle. A. Définition. Les systèmes de classification sont de nature catégorielle. Approche médicale. Un ensemble de symptômes définissent un syndrome identifiable et classifiable. Ils sont le fruit de la recherche et de la communication entre les cliniciens. Ils sont une construction sociale plus qu'une réalité objective, ne prenant pas en compte les aspects psychodéveloppementaux. L'approche clinique est de nature dimensionnelle. Caractéristiques propres avec les forces et les faiblesses. Un enfant particulier est rencontré dans son contexte évolutif relationnel et environnemental. Il n'y a pas deux enfants autistes similaires et un diagnostic réducteur provoque une inflexion de la trajectoire de l'enfant. Par exemple, si l'on diagnostique de manière erronée un trouble psychotique à l'âge de 15 ans chez un jeune qui a subi un moment hallucinatoire lié à la prise d'une substance, on prescrit des neuroleptiques. 2 ans plus tard, l'enfant est toujours sous neuroleptique, ne peut plus aller à l'école ni se concentrer. Il est appauvri et apragmatique, souffre de troubles cognitifs, suite à quoi on prolonge les neuroleptiques. L'écoute de la subjectivité est cruciale. Ce n'est pas avec un seul regard, mais au travers d'une anamnèse extrêmement large qui s'étend de la période anténatale à maintenant et qui recouvre des aspects très diversifiés, que l'on finit par poser un diagnostic. B. Intersubjectivité. Il s'agit d'une intersection entre les différents modèles disponibles. Ceux qui décrivent des concepts non superposables et complémentaires. Un même objet peut être approché dans des langages différents, et l'un ou l'autre sera plus pertinent selon les circonstances. Les neurosciences et le cerveau. Neurones miroirs, clé de compréhension des mécanismes d'empathie. Éthologiquement, les animaux perçoivent quand un autre veut l'attaquer. Théorie analytique et psychisme. Transfert et contre-transfert. Le psychanalyste se rend compte qu'il ressent des éléments appartenant au patient lorsque celui-ci les exprime. Théorie systémique et système. Si je soigne une famille ou que quelqu'un d'autre la soigne, la thérapie ne sera pas la même parce qu'il y a des résonances entre thérapeute et famille qui ne seront pas les mêmes. Théorie cognitive et cognition.
théorie de l'esprit, défaillante chez l'autiste. Grand 2. Les aspects psychodéveloppementaux. En 2013, il a été établi que la vulnérabilité aux maladies mentales était non seulement conditionnée par les gènes, mais aussi par l'épigénétique sous l'effet de l'environnement. 1. Les facteurs favorisant l'apparition d'un trouble neurodéveloppemental. Il n'y a qu'un certain nombre de gènes à l'origine de troubles neurodéveloppementaux. Le DSM stipule qu'il existe un ensemble de gènes relativement semblables pour plusieurs troubles, l'autisme, ADHD, bipolarité, les déficiences intellectuelles, etc. Les autres facteurs ne sont pas génétiques. Ils peuvent être périnataux, les infections, une anoxie, qui peut être anténatale, la naissance prématurée. Ça peut aussi être des facteurs de stress maternel, l'alcool, le tabac, ou un environnement postnatal, précarité, négligence, migration, etc. 2. Maternage. Nos toutes premières relations influencent notre développement et conditionnent nos relations à venir. C'est durant cette période que l'enfant apprend ce qu'il peut attendre d'un être humain, mais aussi son mode d'appréhension au monde. À cette période déjà, l'enfant autiste présente un comportement anormal. Il n'arrive pas à rentrer en relation intersubjective avec sa mère parce qu'il est sujet à des problèmes de théorie de l'esprit et du langage. Le maternage induit des changements endocriniens qui influencent directement la croissance du cerveau de l'enfant. Élévation des peptides opioïdes, activation des neurones dopaminergiques, régulation du développement du cortex orbitofrontal. 3. L'adolescence. Pourquoi une grande partie de ces troubles apparaissent-ils lors de l'adolescence ? Le développement cérébral connaît 2 périodes importantes, avant 3 ans et la période d'élagage à l'adolescence. Le système nerveux central produit des synapses. Le maximum de connexion existe à 11 ans, puis survient l'élagage qui garantit une spécificité corticale, amincissement de la substance grise et du cortex pour retirer tout ce qui est inutile et renforcement des connexions utiles. C'est vraisemblablement en lien avec cet élagage que se déclarent les pathologies à l'adolescence. On considère qu'on est mature vers 24-25 ans en termes de fonctions cognitives et exécutives. Cela signifie que lorsqu'un État décide de pratiquer la peine de mort à 15 ans, cela n'a pas de sens, parce que les capacités de responsabilité et de planification des actes ne sont pas développées. Le cerveau adolescent est en équilibre. Hypoactivation du cortex frontal qui contrôle le comportement. Et hyperactivation de l'amygdale qui est le centre de la recherche de plaisir, de la réactivité émotionnelle, du stress et du conditionnement. Cet état cérébral est essentiellement lié au processus maturatif déclenché par les hormones pubertaires. Il en résulte une vulnérabilité extrême des adolescents qui peut provoquer des conséquences catastrophiques si l'on n'en prend pas soin et qu'on les laisse se dérégler complètement. Par exemple, une consommation précoce de toxiques peut créer une addiction. Il existe un déséquilibre entre rationalité et émotion. Une suractivation du cortex limbique. Le centre de récompense est très actif et la sensibilité émotionnelle et au stress sont très élevées. Une immaturité du cortex préfrontal, par inhibition des réactions impulsives, contrôle de soi, planification des actions, processus décisionnel, interaction sociale, solution aux problèmes. Il en résulte une recherche de sensations, le sexe, les drogues, les comportements à risque, etc.
Grand 3. Évaluation pédopsychiatrique. Il existe peu, voire pas d'examen complémentaire en psychiatrie. Dans tous les cas, ceux-ci ne donnent pas de diagnostic. On peut parfois recourir à des outils de classification, mais ceux-ci ne sont pas toujours pertinents. Par exemple, la question du regard entre la mère et son fils, les mères africaines portent les enfants sur le dos, ce qui fait que l'enfant interagit plus avec l'entourage. Il existe une grande importance des aspects culturels. 1. Éthiopathogénie des symptômes. Il n'existe pas de déterminisme, mais des éléments de fragilité et des facteurs prédisposants. La génétique est un facteur intervenant, par exemple dans la dyslexie et l'autisme. Cela ne signifie pas qu'il s'agit d'une transmission monogénique, mais la présence d'un autiste dans une famille augmente le risque de prévalence chez ses autres membres. Il y existe aussi des familles avec une histoire transgénérationnelle de suicide. La génétique et l'environnement se combinent. La vie et les rencontres modifient l'expression de nos gènes. En général, un problème se développe en raison de facteurs de risque biologiques, psychologiques, familiaux, sociétaux et culturels, qui sont multiples et parce que ceux-ci surviennent à un moment précis du développement. Premier exemple. La violence conjugale chez un enfant de 2-3 ans est quasiment équivalente à la maltraitance de l'enfant lui-même, car il s'agit d'un événement extrêmement traumatique. En revanche, chez un adolescent de 15 ans, le traumatisme sera moins important. Deuxième exemple. Une maltraitance isolée. Un père frappe son fils parce qu'il avait enfermé son frère jumeau dans le jardin. Le fils a le tympan percé, il vient aux urgences. Un dossier SOS est ouvert. Moment de débordement. Ce cas de maltraitance isolée est moins toxique que la situation d'un enfant non désiré constamment dénigré et négligé, dont la maltraitance dure depuis toujours. Les mêmes facteurs peuvent donc avoir des effets différents selon le moment et la durée de leur action. Les effets engendrés par ces facteurs sur le fonctionnement du système nerveux de l'enfant auront, à leur tour, un impact sur ses relations sociales. 2. Premier entretien et démarche diagnostique. A. Premier contact. On commence par des questions ouvertes pour ne pas fermer d'emblée l'entretien et rater la raison de celui-ci. Il est souvent important d'écouter les parents. Dans les consultations liées à l'autisme, les parents sentent très vite que quelque chose ne se passe pas correctement, se renseignent auprès du pédiatre, du MG, etc. Et on les rassure alors qu'il existe un problème. Par exemple, un enfant qui ne parle pas à 18 mois et dont l'ouïe est normal doit être investigué. B. Anamnèse systématique. Petit 1. Histoire de l'enfant. La période prénatale. Désir de grossesse ou stress pendant la grossesse. Accouchement. Prématurité, anoxie, césarienne. Période néonatale, néonatologie, allaitement maternel, sevrage, hospitalisation précoce. Première année, alimentation, sommeil, marche et la crèche. Deuxième et troisième année, langage, propreté, psychomotricité. Scolarité, maternelle, primaire, secondaire. Dès que l'enfant va mal, cela se répercute sur sa scolarité qui est sa sphère sociale. Puis, puberté et adolescence, sommeil, alimentation, consommation. Antécédents, psychologiques et médico-chirurgicaux, suivi psychomoteur et rééducation. Petit 2. Évaluation de la famille. Génogramme.
décès, séparation, rupture relationnelle. Premier exemple, un enfant vient pour des troubles scolaires. On peut retrouver des oncles, des tantes ayant des problèmes de consommation ou avec la justice, des cousins souris latine, ce qui évoque du ADHD. Deuxième exemple, une mère dont les 2 parents sont décédés. Il y a des indications génétiques et de l'environnement familial. Troisième exemple, quelqu'un est mort jeune, était-ce un suicide? Puis, on évalue les antécédents psychiatriques et neurodéveloppementaux. Et enfin, les types de relations entre les parents et l'enfant, avec les grands-parents, la famille élargie. Petit 3. Fonctionnement scolaire. Difficultés d'apprentissage spécifiques, redoublement, et intégration et relation aux professeurs. Petit 4. Fonctionnement social et relationnel. Pairs et activités extrascolaires. Petit 5. Les aspects sociaux. La profession des parents, la langue parlée à la maison, la dimension culturelle. Cette anamnèse apporte généralement des éléments orientant le diagnostic. Petit c. Rencontre avec les outils d'évaluation. On rencontre ensuite l'enfant ou l'adolescent seul. Parfois, des outils d'évaluation peuvent s'avérer utiles lorsque l'on recherche quelque chose de précis. La psychologie projective. Décrire une scène et test de Rorschach. Mesure du QI. Le QI est une donnée évolutive. Il est fonction de ce que l'on apprend à l'école, de la culture, etc. Il peut être influencé par le niveau de fatigue ou d'appréhension, l'encouragement par l'examinateur, l'origine ethnique, la capacité d'attention et de concentration du sujet. La note globale est finalement très peu utile. Le QI est mesuré selon les échelles de Wechsler, qui diffèrent selon l'âge. 2 ans et demi à 6 ans, 6 ans à 16 ans et 11 mois, 17 ans et plus. La deuxième échelle est subdivisée en 4 sous-échelles. Une échelle verbale, similitude des mots, vocabulaire, compréhension. Une échelle perceptive, reconnaître des cubes, des matrices, suite logique de dessins, identification de concepts. Mémoire de travail, mémorisation de chiffres, de séquences de lettres et de chiffres. Vitesse de traitement, reconnaître des cibles et des symboles. Petit d, examen physique. On mesure le poids, la taille et le périmètre crânien. Le périmètre crânien est un excellent indicateur du développement. Les enfants négligés, il y a un décrochage de la courbe. Chez les enfants autistes, il y a une grosse tête en raison du grand nombre de synapses. L'évaluation du développement se fait en comparaison à un rythme et à des séquences de développement standardisées. Les examens complémentaires utiles, la prise de sang, EEG. Évaluation de la vision et de l'audition. DSM-5 2013. Le DSM-5 a l'avantage d'avoir regroupé les troubles neurodéveloppementaux. Le trouble de la communication, trouble du langage, de la phonation, de la communication sociale, de la fluidité verbale, bégaiement. Trouble du spectre autistique, trouble du déficit de l'attention, hyperactivité, ADHD, trouble développemental de la coordination, dyspraxie, trouble des apprentissages, dyslexie, dysorthographie, dyscalculie. Si l'on en diagnostique un, il faut évaluer les autres.
troubles de la personnalité, catégorisés selon 3 critères. Évaluation de l'atteinte du fonctionnement personnel et interpersonnel du patient à l'aide d'un continuum 0 à 4. Identification de 5 traits de personnalité pathologique, présents ou pas, de même que leur degré de sévérité, faible à très sévère, affectivité native, détachement, antagonisme, désinhibition et psychoticisme. Portrait général de la personnalité du patient comparé au portrait prototypique de 6 troubles, antisocial, évitant, borderline, narcissique, obsessionnel compulsif et schizotypique. Troubles explosifs intermittents. Les crises récurrentes d'impulsivité ou de colère qui durent moins de 30 minutes et provoquées par des événements mineurs. Les épisodes très violents et destructeurs sont entrecoupés par des épisodes d'agression physique ou verbale plus modérés. Il existe pour chaque trouble des échelles et des instruments standardisés.